troisième numéro de Sciences et Technologies porte cette fois sur le café. Les caféiers sont un genre de plante qui comprend plus de 80 espèces d'arbres ou d'arbustes originaires des régions tropicales d'Afrique ou d'Asie. Deux espèces sont mondialement connues dans la culture du café, l'arabica et le robusta. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Sciences et Technologies. Le caféier a depuis 200 ans joué et joue encore un rôle économique important. Certaines de ces espèces sont cultivées pour leurs graines, donnant après torréfaction le café, une boisson aujourd'hui universellement consommée. Deux espèces sont plus particulièrement cultivées, je le disais tantôt, l'arabica et le robusta. Les fruits sont des drupes appelées cerises, de couleur rouge vif ou violet, à maturité, dont la pulpe est sucrée. Les cerises contiennent deux graines placées face à face à la forme caractéristique des grains de café. Le caféier robusta est très voisin de l'arabica. Je vous propose de suivre ce documentaire sur l'histoire du café, une production de la Direction des fictions et documentaires. Je suis une boisson obtenue à partir des graines du caféier, un arbuste du genre Coffea. Ma culture est très développée dans de nombreux pays à climat chaud d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, dans des plantations qui sont cultivées pour les marchés d'exportation. Je suis souvent une contribution majeure aux exportations des régions productrices. Mon origine remonte probablement à l'Éthiopie, où j'étais connu depuis la préhistoire, et ma diffusion se répand entre le XIIe et le XIIIe siècle dans le Yémen et dans le monde musulman. C'est au début du XVIIe siècle que j'arrive en Europe, introduit par les marchands vénitiens. Je suis très vite prisé des moines pour les mêmes raisons que je le suis des imams. En effet, je permets de veiller longtemps et de garder l'esprit clair. À la fin du XVIIe siècle, je traverse l'Atlantique pour me retrouver en Amérique, dans le Nouveau Monde. À ce jour, les principales régions où je suis produit sont l'Amérique du Sud, notamment le Brésil et la Colombie, le Vietnam, le Kenya et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le 7 avril 1880, le Français Arthur Verdier obtient du roi Amondoufou II les droits de ma culture à Elima, sur la lagune Abi, face à Adiaké. L'année suivante, avec son neveu et commis, Amédée Brétinière, il défriche 100 hectares de forêt vierge, portée plus tard à 300 hectares, pour y créer la première plantation du pays à partir de plants venus du Libéria. Il fondera à cet effet en 1882 la Compagnie française de Congo, qui connaîtra divers avatars. Au moment de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec le cacao, nous devenons les deux principaux produits d'exportation du pays. Ma production est si importante que je permets à la Côte d'Ivoire de devenir le premier pays exportateur de café en Afrique et le troisième au plan mondial. Malheureusement, au milieu des années 1970, la grande sécheresse qui frappe le pays, ajoutée à cela l'apparition et le développement de nouvelles cultures de rente telles que le palmier à huile, l'ananas ou l'EVA, mais et surtout la chute drastique des prix sur les marchés mondiaux, vont amener les paysans à se détourner de ma culture, abandonnant ainsi toutes mes plantations à la broussaille, me faisant perdre ma 3e place mondiale pour n'occuper que la 15e. Pour permettre au pays de reprendre sa place parmi les leaders, le gouvernement a mis en œuvre depuis octobre 2013 un programme de relance de la caféculture. Les objectifs sont augmenter et améliorer le volume et la qualité de la production nationale et aussi réhabiliter plus de 75 000 hectares de vergers. Pour cela, une nouvelle variété pouvant entrer en phase de production en 12 mois est en cours de vulgarisation. La nouvelle variété de café mise au point par le CNRA
a pour objectif de révolutionner la filière du fait de sa rapidité d'entrée en production de 12 mois, contrairement aux autres variétés qui rentrent dans leur phase de production après 24 mois. Quant à l'ANADER, il est chargé de l'application et de la vulgarisation sur le terrain des techniques mises au point par le CNRA. Je suis Ngoran Chantal, conseiller café cacao à l'ANADER d'Aboasso. Ce matin, notre thème, c'est le recépage du café. Je vais vous dire pourquoi il faut recéper le café. Il faut dire que les cafés de Côte d'Ivoire sont très vieillissants. Nous voulons que la Côte d'Ivoire, qui était deuxième sur le plan africain, qui a perdu ce rang, qui est devenu sixième, nous voulons que la Côte d'Ivoire reprenne sa position. Et pour cela, nous avons songé à recéper les parcelles. Il faut pouvoir couper les pieds de café, les vieilles tiges, pour que de nouvelles tiges sortent, de jeunes tiges sortent, pour pouvoir régénérer la parcelle. Quand on coupe, il faut que, en tout cas, la plaie soit lisse. Il faut éviter que la plaie soit rugueuse pour que l'eau s'arrête au milieu. Il faut que la plaie soit lisse pour que l'eau puisse descendre. Quand on a fini de couper, il faut badigeonner avec de l'huile de vidange pour éviter que les rongeurs, les boreurs et les termites puissent pénétrer le bois. Sur le terrain, les résultats sont visibles. Avec le recépage, 2 ans après, voilà ce que ça donne. Pour la récolte, voilà ce qu'il faut faire. Il faut récolter les cerises mûres et laisser les cerises bêtes. Et il faut passer chaque 15 jours pour faire la récolte, jusqu'à ce que les cerises finissent totalement sur la parcelle. Dans le but de renforcer la productivité des paysans, une autre technique a été mise au point. Il s'agit de la germination. C'est ces grains de café qui vont donc être mis en germination sur un lit de sable, comme vous le voyez ici. C'est du sable, tout simplement. Et ces grains de café vont donc être étalés sur le lit de sable en couches minces, comme vous le voyez. Et une fois recouverts, ces grains vont mettre à peu près 2 semaines pour commencer la germination. Alors, pour couvrir, il ne s'agit pas de couvrir avec des grandes quantités de sable. Il faut juste couvrir légèrement pour permettre à ces graines de bénéficier d'un peu d'humidité, car pour germer, la graine de café n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est juste un peu d'eau pour lui permettre de faire sa levée. Au bout de 15 jours, elles commencent leur germination. Le premier stade de germination, c'est ce stade-là, où vous voyez que la graine vient juste de lever. Les feuilles ne sont pas encore sorties. Ce stade-là, nous appelons le stade feuille cotylédonaire. C'est le stade où les 2 premières feuilles sont sorties. En fait, c'est les cotylédons. Et c'est à ce stade-là que nous recommandons d'arracher les plantules et de les repiquer dans les sachets de culture. En d'autres termes, avant donc de procéder à cette opération, il faut que les sachets de culture soient déjà remplis. Et pour arracher, il faut bien tenir à la base. Parce que les tiges de ces plantules-là sont très fragiles. Donc pour arracher, il faut tenir à la base, entre l'index et le pouce, et tirer dessus légèrement pour avoir la plantule en totalité. Vous voyez bien le système racinaire, la tige est là et les 2 feuilles cotylédonaires à ce niveau. La plantule que vous avez arrachée avec sa racine, vous mettez bien à plomb la plantule dans le trou. Vous voyez que très souvent, lorsque vous mettez la plantule comme ça dans le trou, les racines ont tendance à remonter. Alors, il est conseillé d'aller jusqu'au fond et de faire semblant de retirer la plantule, ce qui permet aux racines de se remettre en bonne position, position descendante. Et une fois que vous avez la plantule dans cette position, alors vous remplissez. Il faut prendre soin de bien remplir le trou de terre
pour ne pas qu'il y ait une poche d'air en dessous. Et une fois fermé, vous damez bien, comme ça. Et dans ces conditions, la planture commence son développement. Une deuxième technique de sémage a été mise au point par le CNRA. Pour ce faire, il faut remplir le sachet avec la terre noire habituelle jusqu'à peu près cette hauteur, à peu près à 5 cm du bord supérieur. Et on complète le remplissage avec du sable. Ça, c'est du sable qu'on a ramassé dans les lieux où, quand il pleut, l'eau circule là. Le sable s'accumule. Ce type de sable est conseillé parce que ça ne contient pas trop d'argile. Et donc, vous remplissez tout simplement le sachet avec le sable. Tel que vous le voyez là. Une fois rempli, alors vous faites deux petits trous comme ça, légèrement, et vous déposez 2 graines, un par trou. Et vous fermez, tout simplement. Alors, avec cette technique, pourquoi il faut 2 graines? Parce que parmi les deux, une peut lever et l'autre peut ne pas lever. Pour ne pas avoir des sachets vides dans la pépinière, on met donc 2 graines. Mais si par chance les deux lèvent, on peut arracher par la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, on peut arracher une plantule et repiquer dans un autre sachet. Alors cette technique-là permet aux plantules de se développer rapidement parce qu'une fois qu'elle a germé et que les racines sont déjà en place, on n'a plus besoin de les déranger. Il est important de respecter un certain nombre de consignes à la récolte. Avant, les gens venaient déposer par terre pendant des jours pour laisser fermenter avant de sécher. Non. Ce n'est pas des choses à faire. Il faut éviter ça. Quand on finit de récolter à maturité, il faut aller directement au séchage pour garantir la qualité. Pour encourager les paysans à adopter la technique de culture par récépage, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de les accompagner. Tous les producteurs qui vont couper leurs pieds de café seront accompagnés. Ils auront donc de la semence de céréales, ça peut être du riz, ça peut être du maïs pour planter dans les interlignes ou du niébé. Et ils auront des engrais pour pouvoir, en tout cas, fertiliser leurs champs. Donc, nous conseillons vivement à nos parents producteurs qui ont des vieilles parcelles, des vieilles plantations, d'accepter de couper leurs parcelles pour que d'ici 1 an, 2 ans, ils puissent avoir de nouvelles plantations et se faire beaucoup de produits pour gagner suffisamment de l'argent. Le caféier est une plante essentielle dans le développement. Il fait vivre à peu près 2 millions de personnes et 500 000 familles se livrent au secteur primaire de l'activité. Bonsoir, M. Kablan Alexandre. Vous êtes le coordonnateur national de la filière café et cacao à l'Agence nationale d'appui et de développement rural, ANADER. Bonsoir, Dr Lignaté Alexandre. Non, plutôt Hyacinthe. Vous êtes chef de programme café au Centre national de recherche agronomique CNRA. Autrefois 3e au plan mondial, aujourd'hui 15e, nous sommes complètement dans l'abîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché, docteur? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, effectivement, le pays a été le premier producteur du café sur le continent africain pendant de très longues années, jusqu'à, disons, à la fin de la décennie 80. Et à partir de cette décennie, cette fin de décennie 80, les cours mondiaux se sont effondrés, ce qui a entraîné justement un désintérêt des paysans par rapport à la production du café. Mais en dehors de cet aspect, je dirais conjoncturel, il y a également d'autres facteurs structurels qui sont plutôt liés à notre verger en lui-même, à savoir le vieillissement de ce verger. Il y a également la baisse des fertilités des sols. Il y a des problèmes sanitaires qui se traduisent par des agresseurs
biotiques, notamment le scolite des grains. Il y a également que nos producteurs, dans l'ensemble, ont un niveau relativement bas. Ils utilisent moins de matériel végétal sélectionné, contrairement au tout venant qu'ils affectionnent. Donc tous ces facteurs ont entraîné justement la chute de la production en Côte d'Ivoire pour passer de presque 320 000 tonnes à la fin des années 70-79 à moins de 120 000 tonnes aujourd'hui. Alors que déjà à la fin de la décennie 80, la Côte d'Ivoire envisageait dans son plan directeur national à atteindre une production de 400 000 tonnes à l'horizon 2015. Nous sommes en 2015 et nous sommes à 100 000 tonnes aujourd'hui. Voilà la situation. Quelques regrets parce que c'est avec le café que la Côte d'Ivoire est rentrée dans l'économie du marché. C'est bien vrai, la Côte d'Ivoire est rentrée dans l'économie du marché avec le café. En 1960, à son indépendance, la Côte d'Ivoire produisait déjà 180 000 tonnes de café pour 80 000 tonnes environ de cacao. Donc vous voyez comment les choses ont évolué, alors que bon, c'est avec cette spéculation qu'elle s'est fait connaître au plan mondial, sur le marché mondial. Monsieur Alexandre, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que les paysans ont fait de ces plantations pendant cette période difficile? Ont-ils laissé abandonner les cafés en brousse ou ils ont essayé de substituer au café d'autres spéculations? Merci, je pense qu'il y a eu les deux cas de figure. Il y a certains producteurs effectivement qui ont complètement laissé les plantations dans la brousse, compte tenu bien sûr du prix qui n'était pas du tout rémunérateur, parce que dans le temps, il faut dire que le prix était autour de 50 francs, 45 francs. Bon, vraiment, ça ne donnait pas du tout de courage aux producteurs d'aller recueillir bien sûr le café. Il y a eu d'autres par contre aussi qui ont converti la plantation de café en d'autres cultures telles que l'EVA pour les zones favorables bien sûr à l'agriculture et en palmier bien sûr donc pour les régions d'Abossou, etc. Donc voici un peu la situation qui a prévalu dans le cas bien sûr donc l'abandon du café. Alors l'élément nous a dit tout à l'heure que le CNRA était sur une nouvelle variété. Mais je sais qu'il y a eu aussi une variété qu'on appelait Arabusta. On l'a abandonnée en cours de chemin. Oui, pour nous, l'Arabusta peut être qualifié comme un véritable pari gagné sur la qualité. Vous savez, vous l'avez dit tantôt, à travers l'élément qui est passé, qu'il y a fondamentalement deux variétés de café qui sont cultivées à travers le monde. Il y a l'Arabica et le Robusta. Il se trouve que ne pouvant pas cultiver l'Arabica donc en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a opté pour créer un hybride, c'est-à-dire un métis entre le café produit en Côte d'Ivoire qui est essentiellement le Robusta et l'Arabica. Et ce café, c'est ce qu'on appelle l'Arabusta. Et l'Arabusta a pour lui des améliorations considérables en termes de qualité organoleptique. Le seul inconvénient de l'Arabusta, c'est qu'il est moins productif comparé au Robusta. Et malheureusement, quand l'Arabusta, je peux dire, naissait, il n'a trouvé que le Robusta qui était connu en Côte d'Ivoire. Donc la première tendance était de comparer systématiquement l'Arabusta au Robusta. Donc du point de vue de sa productivité, l'Arabusta a été plus ou moins abandonné, pour ne pas dire autrement. Il se trouve que l'Arabusta a besoin plutôt d'être regardé autrement parce que c'est un café qui est totalement différent en termes de qualité, en termes d'impact sur des marchés spécifiques. L'Arabusta mérite aujourd'hui d'être regardé autrement parce que dans nos recherches, nous voyons que si l'Arabusta est conduit autrement que le Robusta, l'Arabusta peut trouver parfaitement sa place dans les cafés produits en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on nous parle de nouvelles variétés. Vous abandonnez l'Arabusta pour les nouvelles variétés ou bien une politique est en train d'être mise en place pour vulgariser les deux? Oui, en fait, il est même salutaire pour la Côte d'Ivoire de diversifier ses origines de café. Le Robusta est le café produit en Côte d'Ivoire habituellement. L'Arabusta vient comme source de diversification de ces cafés parce que l'Arabusta répond, comme je le disais tantôt, à des marchés vraiment niches, à des marchés spécifiques. Les deux variétés vont être conduites ensemble. Ce que la Côte d'Ivoire a trouvé et qui est vraiment une véritable révolution au plan de la recherche, c'est cette variété qui produit à 12 mois, contrairement aux autres variétés de Robusta qui n'entraient en production qu'à partir de la 4e année. Donc à 12 mois, la précocité permet donc un retour rapide sur investissement.
Un gain pour le Un gain producteur. pour le producteur également en termes de rendement. Ces variétés sont aujourd'hui capables de produire jusqu'à 3,5 tonnes de café marchand à l'hectare et par an, contrairement aux variétés anciennes qui produisent autour de 2 tonnes. Le paysan actuellement ne produit du café qu'à partir des variétés tout venant, c'est-à-dire des semenceaux qu'il arrache dans le sous-bois de ses vieux vergers. Et ce matériel-là, pour le meilleur que nous puissions connaître de ce matériel, les performances ne peuvent pas dépasser 300 kg à l'hectare. Donc vous voyez un peu le gap que le paysan perd si jamais il continue avec les anciennes variétés, contrairement aux nouvelles variétés qui sont dans Alors on va revenir aux deux variétés connues, l'Arabica et le Robusta. Où poussent-elles, si vous voulez, ces variétés? Ces deux variétés poussent dans les zones habituelles de production du café. Vous voyez, lorsqu'on regarde la zone caféière en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la zone de forêt. Toute la zone de forêt, allant du sud jusqu'au centre, autour de Sakassou, autour de Bouaké, on a encore des caféières. On ne va pas au-delà parce que le café est exigeant comme toute bonne plante en conditions climatiques. Il y a des sols d'abord, mais également il y a les niveaux de pluie. Donc le café ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Donc nous nous en tenons à la diffusion des variétés dans la zone forestière parce que c'est la zone propice de production du café. Et aussi bien la Robusta que le Robusta peuvent s'accommoder de ces zones, encore que la Robusta est un peu plus exigeant en termes de niveau de pluie, mais comme je le disais tantôt, nous avons aujourd'hui des résultats qui nous montrent que la Robusta peut valablement trouver son créneau dans la caféière ivoirienne actuelle. Alors, M. Kablan, il semble que le cacao, on l'a vu, et le cacao, ça passe dans le milieu paysan, mais le café, qu'est-ce qui pose véritablement problème? Le café, effectivement, pose problème. Je pense que d'abord, c'est parti du prix. Le prix qui n'était pas du tout rémunérateur. Mais aujourd'hui, il y a quand même une embellie. Avec les prix qui ont été rehaussés à 645 francs, il y a quand même beaucoup de plus en plus de la demande pour faire la caféculture. Pourquoi? Au niveau du Conseil Café Cacao, il y a donc un programme qui est mis en place. Aujourd'hui, sur les centres de bouturage café Lanader, nous produisons bien sûr des plantures de café à partir de la variété venant bien sûr du Sénéra. Et sur cette base-là, ce sont ces variétés que nous distribuons bien sûr donc, aux producteurs pour faire bien sûr pour changer bien sûr le verger, parce qu'il faut dire que le verger aujourd'hui, il est très vieillissant. La moyenne d'âge, on est autour de 26 ans. Et 26 ans, vraiment, je pense que c'est la fin, bien sûr, d'une production. Il est bon, bien sûr, de renouveler le verger. Donc, à partir des plantures que nous produisons sur les CBC, les centres de bouturage café de la Nader, nous distribuons ces plantures-là à des groupements de producteurs, parce que ça, c'est l'innovation. On ne donne pas à des producteurs individuels, on donne ça à des groupements de producteurs, que ce soit en coopérative ou en groupement informel. Et c'est ensemble qu'ils vont conduire la pépinière, et c'est après cela que nous allons les accompagner pour les mises en place au niveau de l'implantation. Une raison particulière? Oui, parce qu'en fait, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est une technologie qui est nouvelle, et on veut s'assurer vraiment que le taux de germination et que le taux de réussite en pépinière est très important pour ne pas faire du gâchis. Donc c'est pour ça qu'on veut conduire en groupement. Et aussi, ça nous facilite aussi la tâche, nous-mêmes en tant que vulgarisateurs, ça nous facilite la tâche aussi pour l'encadrement. Voilà. Et enfin aussi, vous savez, quand on fait les pépinières groupées, ça nous permet de voir les producteurs qui sont véritablement intéressés à la caféculture. Et c'est après que nous allons bien sûr donc donner à ceux qui sont vraiment intéressés. Voilà. Alors peut-on distinguer à vue d'œil le Robusta de l'Arabica? Arabica, du point de vue de sa conformation, est assez chétif. Et il ramifie très peu. Alors que vous savez que le café, quand vous le regardez, le café ne produit que sur les branches plasiotropes, c'est-à-dire sur les axes qui se développent à partir du tronc principal. C'est sur ces axes-là que se trouve donc la production. Et quand vous regardez l'Arabica, il n'en développe que très peu de ces axes secondaires, contrairement au Robusta. Et puis, bon, il y a également l'adaptation aux conditions de culture. L'Arabica ne peut pas pousser en Côte d'Ivoire. Nous en avons juste un peu dans nos collections pour des besoins de recherche. Mais les conditions de culture de la Côte d'Ivoire, la basse altitude surtout, n'est pas du tout propice au développement de l'Arabica. Alors justement, le Robusta, c'est cette variété qui est beaucoup cultivée en Côte d'Ivoire. Quelle est sa particularité dans le cadre de sa culture?
La particularité, je dirais d'abord, c'est son adaptation aux conditions de basse altitude. Le Robusta est un café qui pousse dans toutes les zones africaines, allant de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale. On le retrouve également à Madagascar. Donc vous voyez, hein, c'est toute cette zone-là qui est colonisée par le Robusta. Par contre, lorsqu'on va un peu plus en Afrique australe, hein, au Kenya notamment, nous avons le développement progressif de l'Arabica. Le Robusta, il est adapté dans ces zones-là parce qu'il a pour lui une caractéristique essentielle qui est son taux de caféine. En fait, la caféine, c'est une substance qui est dans le café qui, à forte dose, hein, fait trembler un peu, vous voyez ce que c'est. On va en parler tout à l'heure voilà. dans notre rubrique instant nutritionnel. Justement, la caféine, c'est en fait un produit qui permet à la plante de lutter contre ses ennemis naturels. Voilà, donc le Robusta a cet équipement-là qui lui permet donc de résister un peu, hein, dans son milieu naturel, hein, aux ennemis qui lui sont ses agresseurs habituels. M. Kablan, vous parliez tantôt de, sur le terrain, ce que vous faites, vous remettez aux coopératives. Est-ce qu'un caféier fécondé par du pollen extérieur peut être de qualité? Je pense qu'il faut partir des éléments de la recherche. Ça, c'est très important. Tout ce que nous faisons en agriculture, il faut se baser sur la semence améliorée qui vient bien sûr donc de notre institut de recherche qui est le CNRA. Voilà. Parce qu'en fait, on l'a dit tantôt, les producteurs utilisaient bien sûr les semences tout venant pour aller planter, mais vraiment ça, c'est à déconseiller. Étant donné que la sélection même se fait déjà au niveau du CNRA, tout ce qui est caractéristique bien sûr des clowns, c'est fait au niveau du CNRA. Si bien que ce que le CNRA nous donne, c'est déjà performant. Et je pense que c'est sur cette voie qu'il faut aller. Il faut conseiller vraiment aux producteurs, demander aux producteurs vraiment de venir nous voir pour qu'on puisse leur donner les semences sélectionnées. La Côte d'Ivoire dans les profondeurs, au niveau du café, un programme est-il en place aujourd'hui pour revaloriser le café? Oui, le programme au niveau de la vulgarisation, comme je l'ai dit, il y a le Conseil Café Cacao qui a mis en place un programme de relance caféière. Et ce programme de relance caféière a deux axes. Voilà. D'abord, il va avoir la replantation et bien sûr, il va avoir tout ce qui est réhabilitation. Dans le cas bien sûr de la réhabilitation, il s'agit bien sûr donc de récéper les anciennes parcelles. Nous allons opter pour le récépage à blanc, c'est-à-dire que nous allons couper toutes les tiges. Nous allons couper toutes les tiges. Une fois qu'on a coupé, on va laisser, les rejets vont pousser et on va sélectionner. Les gourmands vont pousser, on va sélectionner 4 tiges qui vont bien sûr donc être conduites comme si on avait planté bien sûr le nouveau café. Alors, vous avez quelque chose à ajouter ou... Oui, je voulais dire que, en fait, le récépage, M. Alexandre l'a dit, c'est pour régénérer. Mais vous voyez, lorsque le caféier fonctionne naturellement, on voit les fruits se développer sur la branche, et puis au bout d'un certain temps, ces branches-là vieillissent et tombent. Elles sèchent, elles tombent. Donc, avec le temps, petit à petit, les élagages font que les branches porteuses de fruits vont se retrouver en très faible nombre au sommet de l'arbre. Donc la production, il va sans dire, la production de la plantation va baisser. Donc il est important pour le producteur de procéder donc à la régénération de sa parcelle en coupant ces caféiers qui ne portent pratiquement plus de fruits pour leur donner la possibilité de refaire de nouvelles tiges avec de nouvelles branches pour vraiment booster la production. Ce n'est pas vraiment à leur avantage de ne pas procéder au récépage. Un hectare de caféier arabica ou robusta conduit dans de bonnes conditions avec du matériel sélectionné produit entre 6 et 7 tonnes de cerises qui donneront 1,2 à 1,3 tonnes de café marchand après transformation. Dans les périodes où les cours du café sont très bas, les caféiculteurs investissent peu dans leur plantation. Ils laissent l'ombrage se développer et se contentent de désherber. Dans ces conditions, un hectare fournit entre 600 kg et 1 tonne de cerises, soit 100 à 200 kg de café. Dans des conditions de culture intensive au soleil, une grande plantation peut produire correctement pendant 30 ans. Les caféières sous ombrage, peu productives, peu entretenues, durent souvent 50, 70, voire 100 ans. De 1997 à 1998, la Côte d'Ivoire était le 4e exportateur mondial de café Robusta, avec 5,4 millions de sacs, après le Brésil, la Colombie et le Vietnam. Le pays reste le premier exportateur africain. La transformation du café en sous-produit de consommation, comme le café moulu,
Le café classique, dit petit-déj pur ou au lait, se fait en Côte d'Ivoire par une structure qui alimente les marchés africains. Le café se caractérise par le meilleur goût et le meilleur arôme. À quelle densité le Robusta peut-il être planté à l'hectare? Le Robusta est planté à 1320-1330 pieds à l'hectare. Voilà. C'est avec un écartement de 3 mètres sur 2 mètres 50. C'est ce que nous conseillons bien sûr donc à nos producteurs. Des raisons scientifiques, oui, des raisons scientifiques, des raisons scientifiques, parce qu'en fait, comme tout être humain d'ailleurs, si vous serrez tout le café, bien sûr, il va sans dire que les cafés vont grandir, vont chercher à avoir le soleil, et donc finalement, il va y avoir donc une concurrence hydrique entre les différents pieds. C'est pour ça que le CNRA, par rapport à la recherche, nous a dit de faire sur 3 mètres sur 2 mètres 50. Je pense que d'autres éléments, c'est vraiment l'essentiel. Voilà. Oui, cette densité, effectivement, elle est actuelle. Elle continue toujours d'être pratiquée. Mais elle avait été, en son temps, validée avec du matériel clonal, notamment les variétés qu'on appelait à l'époque les variétés Satmassi. Aujourd'hui, le CNRA a mis au point un nouveau type de matériel végétal qui se caractérise d'abord par sa petite taille, par sa vitesse très lente à la croissance et qui s'accommode d'une densité un peu plus forte. Nous sommes en phase d'expérimentation et nous sommes même en discussion avec le Conseil Café Cacao pour mettre à la disposition donc, de certains producteurs que nous allons choisir, des producteurs pilotes, pour mettre à disposition une nouvelle densité de plantation qui va donc se chiffrer autour de 1960 pieds à l'hectare. Parce que justement ces variétés-là, nouvelles, sont plus accommodantes à la forte densité. Cela va donc impacter positivement la productivité à l'hectare. Cela va donc permettre également aux producteurs d'avoir un travail beaucoup plus allégé en termes d'entretien. Donc c'est vraiment des pistes nouvelles que nous sommes en train d'explorer avec vraiment l'aide du Conseil Café Cacao. Vous avez parlé de productivité. Vous pensez que cette variété peut rentrer en production après combien de temps? Nous avons des variétés qui rentrent en production à 1 an, contrairement aux anciennes variétés. La durée de maturation des fruits, c'est... Oui, en fait, quand on dit café, en fait, on parle de café émergence souvent, mais nous, on dit café 12 mois. Café 12 mois, en fait, c'est parce que de la plantation à la fructification, ça fait 12 mois. Mais si nous voulons compter, par exemple, de la plantation à l'apparition des fleurs, c'est autour de 8 mois. Voilà. Donc, c'est des variétés qui sont très précoces, comme je le disais tantôt, pour permettre justement un retour rapide sur investissement. Comment l'entretenir un peu? Comme le cacao, le café, a-t-il une ou des maladies? Oui. Tout culture a des maladies. A des maladies et aussi il y a des attaques, bien sûr, d'insectes. Mais au niveau du café, essentiellement, c'est surtout la cercosporiose, voilà, qui se caractérise par des taches brunâtres qui se développent un peu sur le café. Mais beaucoup plus, c'est les attaques d'insectes, telles que les borets, qui peuvent faire bien sûr donc, les tiges. Vous avez aussi ce qu'on appelle les chenilles queue de rat. Vous avez aussi d'autres chenilles qui ont une forme de corne. Voilà, ce sont ces éléments qui attaquent bien sûr surtout les jeunes feuilles. Voilà, c'est vraiment essentiel. Et puis vous avez bien sûr ce qu'on appelle le criquet puant, enfin, en langue, ce qu'on appelle Zonocerus. Bon, ça vraiment c'est des éléments très dévastateurs. Et il faut, vous savez qu'il y a une année bien sûr où ces criquets puants ont envahi l'Afrique, ça détruit vraiment toutes les récoltes. Donc ça c'est des choses vraiment qu'il faut éviter. Donc voilà un peu les principaux facteurs qui peuvent nuire bien sûr au développement de la caféculture. La recherche a-t-elle été confrontée à une maladie un peu dangereuse comme le Sholen Shoot au niveau du café? En fait, au niveau du café, on a connu dans les années 60 un café qui était cultivé en Côte d'Ivoire qu'on appelait le gros indénier, pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs de ce milieu. Le gros indénier a été pratiquement décimé par une maladie qu'on appelle la trachéomycose. C'est une maladie cryptogamique, c'est-à-dire une maladie de champignons, due à des champignons, qui a donc dévasté le verger. Et le café, justement, qui a pu résister justement à cette maladie, c'est le café qui est connu aujourd'hui, appelé communément café Robusta. En dehors donc, de cette maladie
qui, Dieu merci, n'existe plus en Côte d'Ivoire. On fait régulièrement des prospections pour voir s'il y a une certaine résurgence. En dehors de cela, comme je le disais tantôt, il y a fondamentalement 2 facteurs limitants. C'est la rouille orangée. Vous voyez sur les feuilles de caféier, il apparaît des taches un peu jaunâtres, comme de la rouille de métal. Et il y a le scolite des grains. C'est un petit coléoptère, c'est un petit insecte qui perfore les cerises pour pondre ses œufs. En fait, le scolite ne consomme pas la totalité des graines, mais le fait de faire des galeries à l'intérieur des graines, ça favorise le développement d'autres champignons, ce qui donne un goût terreux, un goût puant ou un goût vraiment désagréable au café. Ça joue donc contre la qualité du café à terme. Alors, vos méthodes de contrôle sont-elles acceptées par les producteurs? Les mettent-ils vraiment en pratique? Il s'agit, effectivement, c'est vraiment un problème fondamental pour nous. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut absolument que les producteurs acceptent d'utiliser, de faire toujours les bonnes pratiques agricoles. Parce que tout ce qui est maladie, tout ce qui est insecte, il faut combattre ça par la lutte biologique. La lutte biologique, c'est quoi? Tout ce qui est, quand vous avez un caféier qui est en production, il faut bien sûr donc d'abord enlever tout ce qui est gourmand, enlever tout ce qui est branches séchées, enlever tout ce qui peut nuire bien sûr au café. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Parce que quand la plantation n'est pas propre, c'est bien sûr donc sujet à toutes les maladies et à tous les insectes. C'est pour ça qu'on demande aussi le désherbage irrégulier de la plantation. Et à partir de cet instant-là, je pense que les maladies ou bien même les insectes attaquent un peu, bien sûr, dans votre caféière. Quelque chose de complexe, c'est la récolte du café. Pourquoi se fait-elle manuellement? Elle se fait manuellement parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé la technique, bien sûr, de récolte mécanique. Mais ce qu'on conseille, c'est de récolter grappe par grappe. Habituellement, les producteurs, pour leur faciliter la tâche, eux, ils attrapent la branche et ils tirent simplement comme ça. Mais quand vous tirez et que vous récoltez, ça veut dire que vous tirez en même temps avec les feuilles et la cerise. Donc, automatiquement, vous dénudez votre caféier. Ce qui va jouer, ce qui va avoir un impact négatif après, bien sûr, donc, sur la production. Pour l'instant, la technologie qu'on a, c'est vraiment cueillir fruit par fruit, grappe par grappe, bien sûr, les cerises qui sont rouges ou bien jaunes orangées. Docteur, oui, avant l'instant institutionnel, oui. Je sais que dans d'autres contrées, il y a la recherche qui permet justement de faire la récolte mécanique. Mais il s'agit maintenant d'adapter cette technique à nos variétés actuelles. Parce que autant on peut imaginer la récolte mécanique appliquée par exemple à l'Arabusta, qui naturellement a un café qui, à maturité, a tendance à tomber de lui-même. Le Robusta que nous cultivons en Côte d'Ivoire a un café qui est beaucoup plus sessile, c'est-à-dire qui reste beaucoup plus accroché à la branche. Alors que les variétés qui sont soumises à la récolte mécanique ailleurs, dans le monde, notamment au Brésil, c'est par secousse que cette récolte se fait. Alors, si vous voyez, si une variété n'a pas justement cette aptitude à lâcher par secousse ces cerises, bon, ce serait vraiment peine perdue. La boisson torréfiée ou espresso doit sa réputation à son effet excitant, vous le disiez tantôt. Il est même démontré que ses actions sur l'organisme sont bien plus vastes. Les précieux grains de café dévoilent leurs vertus face à la migraine, au calcul biliaire et ou à la maladie de Parkinson. Petit plongeon dans la tasse. La troisième boisson consommée au monde, c'est le café. Donc, dites-vous que le café est riche en vitamines, c'est un diurétique, c'est un stimulant et il est bon pour la santé cardiovasculaire. Parce que la caféine qu'on tire du café stimule le cœur pour un bébé qui a un problème cardiaque. Il est utilisé en pédiatrie, il est utilisé en néonatologie, il est utilisé pour les personnes qui sont fatiguées. Ça réveille, ça booste un peu la santé au niveau de la fatigue, etc. etc. Mais je dis que c'est aussi un diurétique. Ça veut dire quoi? Il nettoie, il purifie les reins, il purifie la vessie, mais il ne faut pas en abuser. Le café noir n'est pas mauvais en tant que tel, mais il faut savoir le prendre, il faut savoir le consommer. Ne dépassez pas plus de 3 tasses par jour. Il y a les tasses de café. On n'a pas dit les tasses de thé, ni les bols qu'il faut prendre le café, non. Mais il existe des petites tasses de café qu'il faut prendre. Ne dépassez pas, ça fait 200 mg
qu'il ne faut pas de caféine, qu'il ne faut pas dépasser par jour. Et une fois que vous avez pris ça, je pense que ça peut vous aider. Ceux qui ont des intolérances à la consommation du café, à la caféine, c'est-à-dire il faut plutôt prendre le café décaféiné. Nous conseillons de prendre le café sans sucre, c'est le meilleur d'ailleurs. Voilà quelques précisions. Le café a des valeurs nutritives. Les vertus thérapeutiques du café sont énormes. Le nutritionniste l'a dit, 3 tasses, il ne s'agit pas des bols. Docteur, tout à l'heure, vous parliez un peu de la caféine. Oui, je pense que je ne saurais mieux rendre les vertus de la caféine que le spécialiste qui vient d'intervenir tantôt. Je voudrais tout simplement dire qu'effectivement, la caféine est un facteur assez limitant pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, qui empêchent un peu qu'ils consomment le café d'une certaine façon. Mais les variétés actuelles que nous développons en Côte d'Ivoire, qui sont en cours de diffusion d'ailleurs, ont été largement améliorées du point de vue de leur teneur en caféine. Les anciennes variétés faisaient jusqu'à 4% de taux de caféine par rapport à la matière sèche, au taux de matière sèche. Mais aujourd'hui, nous avons des variétés qui titrent autour de 2,5 à 3% de taux de caféine. À côté de cela, nous avons dans notre gibecière aujourd'hui des cafés qui sont naturellement décaféinés. C'est-à-dire, autant il a parlé de prendre du café décaféiné par voie chimique ou par voie industrielle, nous avons des variétés qui naturellement sont décaféinées. Donc, c'est autant de perspectives qui s'ouvrent justement pour la recherche en termes de mise au point de nouvelles variétés qui pourraient répondre donc, à des spécificités de marché. Monsieur Cablan, les paysans, c'est bien beau, ils produisent, ils ont de l'argent, mais est-ce qu'ils sont conscients de ces valeurs-là du café? Je pense que dans la formation que nous leur donnons, nous leur expliquons toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, dans notre formation, ça peut paraître peut-être bizarre, mais nous enseignons un peu aussi des aspects liés même à la santé humaine. Voilà. Nous parlons dans nos curricula de formation de tout ce qui est éléments nutritifs au niveau du café que dans d'autres matières. Nous parlons par exemple du VIH-Sida, du palud, etc. Donc, dans nos curricula de formation, nous introduisons effectivement tous ces éléments-là parce que nous disons que un producteur ne peut produire que s'il est sain. Voilà. Et donc, ça nous amène, bien sûr, donc, à adopter certains comportements, à adopter certaines attitudes. Bien que nous ne soyons pas médecins, nous avons nos limites, mais nous savons sur quels éléments baser notre intervention. Est-ce qu'il le consomme même? Le milieu paysan, consomme-t-il le café? Bon, malheureusement, même en Côte d'Ivoire. Dans votre vulgarisation, est-ce que vous les amenez à... Oui, mais nous disons ce qui est bien. Mais même quand vous le constatez, même en Côte d'Ivoire, de façon générale, en tant que même fonctionnaire, il y a très peu qui prennent le café. Voilà, moi, j'entends. Très peu. Oui, d'accord. Mais je veux dire que dans les bureaux, quand vous constatez, il y a très peu qui prennent le café. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une bonne politique, une bonne politique marketing pour que vraiment on consomme aussi bien le café que le cacao. Voilà. Alors, la coutume dans cette émission, c'est que nous recevons quelques questions des internautes. Nous allons passer à une série de questions comme ça. À quand l'expérimentation du café des montagnes qui, semble-t-il, est le meilleur, même si la zone ouest de notre pays ne semble pas propice à la culture du café des montagnes? La personne fait un peu allusion au café côté de l'Éthiopie. Ce que la personne appelle café des montagnes n'existe pas en tant que tel. C'est ce qu'on appelle le café terroir. Et Dieu merci, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il se développe de plus en plus et soutenu en cela par vraiment un travail hardi du Conseil du café cacao, qui vise justement à caractériser chaque café produit dans chaque zone de production par le terroir, afin de lui donner une certaine plus-value. C'est ce qui fait qu'à Mans, on a un café qui est impacté positivement par le terroir de Mans et qui lui donne une saveur particulière. C'est ce que certainement l'internaute appelle le café de Mans. Il y a toute une étude qui se développe dans l'ouest, de même que dans des zones où on trouve un peu d'altitude, comme à Lakota par exemple, avec le développement de l'arabusta surtout. Parce que l'arabusta, il se trouve que l'arabusta, comme je le disais tantôt, s'accommode de nouvelles façons de culture. Et en altitude, l'arabusta améliore considérablement sa productivité, ce qui donc donne
des perspectives nouvelles. Vous aviez parlé des conditions pédologiques, conditions de culture. Je vais m'arrêter sur les conditions de culture. Oui. Est-ce que il s'agit là d'ajouter au café d'autres plantes, l'environnement? Expliquez un peu. De quoi s'agit-il? L'environnement a son importance. Vous voyez, tout ce que la recherche donne comme itinéraire technique a son importance en termes de qualité finale du produit. Donc, il faut respecter justement ces itinéraires techniques pour avoir du produit de qualité. Il y a le terroir, il y a le sol, il y a également les niveaux de pluie, mais l'action de l'homme est déterminante. Lorsque vous avez votre café et que vous séchez, par exemple, en couche épaisse sur une surface donnée, ça peut être par terre comme ça peut être sur d'autres supports, mais lorsque la couche est épaisse et qu'il n'y a pas une bonne circulation d'air dans la masse de café, ça développe des moisissures, notamment l'ochratoxine A, qui va donc donner un mauvais goût au café. Donc voilà vraiment un ensemble de facteurs qui concourent justement à déterminer la qualité du produit. En d'autres termes, qu'est-ce que les paysans, que conseillez-vous aux paysans de planter dans les champs de café? Ce qu'on conseille aux paysans de planter dans les champs de café, lorsque vous faites le recépage, on peut mettre bien sûr donc, du soja, on peut mettre du maïs. Voilà, le soja, comme on l'a dit, c'est une légumineuse qui permet bien sûr d'enrichir le sol. Voilà, le maïs, c'est une culture de 3 mois. Lorsqu'on fait le recépage, 3 mois, vous récoltez, vous avez aussi un peu d'argent. Vous pouvez aussi mettre en place aussi l'arachide. L'arachide aussi, c'est une légumineuse qu'on peut planter en association bien sûr, donc, avec le café lorsque vous faites le recépage. On peut mettre à côté du café aussi certaines essences forestières, notamment j'ai parlé du glycidia, qu'on peut associer au café. Nous l'avons testé bien sûr donc, au niveau d'un projet à Bengourou, voilà, qui permet aussi donc qui favorise le développement rapide aussi du caféier. Alors on a souvent entendu dire bon café de Côte d'Ivoire avec cette question de goût, c'est-à-dire la culture du café dans un environnement. Comment on pourrait entendre un jour bon café de Mans? Oui, bon café de Mans, ça existe en fait. Ça existe. Pas encore vulgarisé? Oui, c'est que en fait pour l'industriel, il faut une certaine quantité pour compenser ses besoins. Donc, tant que la quantité qui sort de la région de Mans n'est pas à un certain niveau d'importance, bon, l'industriel n'y trouvera certainement pas son compte. Mais je veux dire que déjà la région produit suffisamment et de très bonne qualité. C'est une question de promotion, c'est une question de marketing. Alors cet internaute, lui, il est un peu fâché. Il refuse que la Colombie soit en tête du classement au niveau de la production du café. Alors il dit, qu'est-ce que la Colombie a de plus pour occuper cette place? C'est-à-dire meilleure terre, meilleur climat, meilleur engrais ou meilleur chercheur? Oui, je pense que nous avons, la Côte d'Ivoire a vraiment les atouts pour le développement des cultures et particulièrement du café. On l'a expliqué tout à l'heure sur le plateau que les conditions défavorables des prix ont été un facteur très important dans le recul bien sûr, des producteurs à la caféculture. Aujourd'hui, il y a une embellie, comme je l'ai dit, le café à 645 francs, avec les nouvelles variétés qui sont mises au point par le CNRA. Le Conseil Café Cacao a développé bien sûr, un programme qui est en cours aujourd'hui, qui est en cours de mise en œuvre, nous sommes en train de mettre ce programme en œuvre. Et c'est pour ça que nous avons demandé aux producteurs de venir s'inscrire à l'ANADER pour qu'on puisse les accompagner. L'objectif 2020, c'est vraiment de renverser la tendance, comme le dit cet internaute, pour que la Côte d'Ivoire retrouve son rang de premier producteur, bien sûr, donc, de café d'ici l'an 2020. Docteur Lignaté, il doit y avoir certainement d'autres produits dérivés au niveau du café qui ne sont pas encore vulgarisés. Et donc, les perspectives pour votre conclusion? En termes de perspective, je voudrais juste me faire fort de rappeler les pensées, les dires d'un grand penseur qui disait que on n'a pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni réussir pour persévérer. Nous avons un espoir, nous avons espéré, c'est en termes de missions qui nous sont assignées. La mission fondamentale, c'est de contribuer à l'amélioration de la productivité des vergers en termes d'accroissement des revenus des producteurs. Mais l'autre mission à laquelle le CNRA tient particulièrement, c'est de contribuer à alléger la pénibilité du travail des producteurs.
C'est pourquoi nous avons travaillé dans le sens justement de la réduction de cette taille, de la mise au point de ces variétés nouvelles dont on parle aujourd'hui. Nous avons également beaucoup d'efforts à fournir parce qu'aujourd'hui, le café, c'est comme un individu, c'est un tout à améliorer. Nous avons amélioré certains aspects, mais il est bien entendu qu'on ne pourra pas tout réaliser en une seule génération. Cela pour dire qu'il y a encore de la place pour notamment les jeunes qui sortent des universités et autres, parce que c'est un challenge. Et je voudrais vraiment les inviter à se mettre avec nous pour que ce challenge-là, ce défi-là, nous puissions le réaliser. Il n'y a pas, à mon sens, meilleure fonction, meilleure activité plus émulatrice que celle qui, justement, permet justement de travailler à l'amélioration des conditions de vie de nos producteurs, sachant que la Côte d'Ivoire est fondamentalement un pays agricole. C'est vraiment sur cet espoir que je voudrais vraiment terminer mes propos. Amélioration des conditions de vie des paysans par la réduction de la pénibilité du travail de ces mêmes paysans. Monsieur Kablan, vous qui êtes toujours avec eux, ils entretiennent toujours l'espoir par rapport au café? Oui, l'espoir est permis. L'espoir est permis, surtout qu'avec le prix de numérateur qui est de cours aujourd'hui, je pense que les prix vont évoluer au fur et à mesure. Et il y a un programme qui est en cours. L'appel que je voudrais lancer est que les producteurs viennent à l'ANADER s'inscrire. Aujourd'hui, le recensement que nous avons fait, nous sommes autour de 7 000 à 8 000 hectares à RCP à partir du mois de janvier. Or, l'objectif est de 25 000 hectares à RCP. Tout ce qu'on leur demande, nous avons les outils, ils ont les outils qui sont disponibles. Il s'agit tout simplement de venir s'inscrire pour que l'opération de recépage commence à partir du mois de janvier. L'opération de replantation a commencé. Là aussi, il s'agit bien sûr de s'inscrire puisque nous faisons des pépinières groupées au niveau bien sûr des différents groupements de producteurs. L'ANADER est disposé à les accompagner. Venez, nous allons vous donner la vie, nous allons vous aider à réussir. La terre nourrit son homme, venez à nous et vous aurez ce que vous voulez. Vous réussirez cette mission bien sûr avec le Conseil Café Cacao qui veut bien valoriser l'Arabusta. J'ai vu que Dr Lignaté est très passionné de l'Arabusta. C'est un café dont l'arôme est inégalé par l'Arabica et le Robusta. Le Robusta occupant 35% du marché mondial. Merci, messieurs les experts. Nous recevions M. Kablan Alexandre, coordonnateur national de la filière Café Cacao à l'Agence nationale d'appui et de développement rural ANADER, et le docteur Lignaté Hyacinthe, chef de programme café au Centre national de recherche agronomique CNRA, à lundi prochain pour la découverte de la banane plantain. Bonsoir.